là pour parler d'un sujet qui nous concerne tous, la nature en ville. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que la nature en ville, il y a encore quelques années, c'était un sujet qui n'en était pas un. L'arbre, la fleur en ville, on était plutôt là pour des questions un peu utilitaristes. On ne se posait pas trop de questions, on plantait, on taillait, on enlevait les mauvaises herbes à coups de phytosanitaires. Ça, c'était avant. Le discours a changé, la vision a changé aussi. Donc nos intervenants sont là pour nous dire quand ce moment de bascule est arrivé, pourquoi, et pourquoi est-ce que c'est si important. Je vais vous les présenter. Donc avec nous aujourd'hui, nous avons Pascal Briand, qui est directeur du service des espaces verts pour la ville de Saint-Malo. Nous avons Antoine Hervé, ici, parce que je passe du coq à l'âne, je suis désolée. Antoine est responsable de la propreté urbaine pour la ville de Saint-Malo également. Et nous avons Sébastien Bontou, qui est enseignant-chercheur en écologie urbaine, donc à l'INSA Centre Val-de-Loire. Et Sébastien est également socio-écologue. Sébastien, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite chose pour poser le décor. Qu'est-ce qu'on entend par nature en ville? Est-ce qu'on parle tous de la même chose? Est-ce qu'on a tous le même discours? Est-ce qu'on met tous les mêmes images derrière ces notions? Donc, je passe la parole à Sébastien qui nous éclaire. Oui, bonjour à tous. Effectivement, derrière ce mot nature, et en plus quand on décrit derrière nature en ville, on peut mettre des choses assez différentes. Moi, ce qui me semble important maintenant, c'est justement d'avoir une vision assez large pour aborder ce terme-là, et plutôt une pluralité de dimensions, une pluralité d'approches. Et j'en vois au moins trois. Une approche plutôt écologique, on va dire, par la biodiversité. Il faut bien voir que les villes, en fait, changent l'environnement, changent les conditions environnementales. Les villes, c'est plutôt sec, c'est plutôt chaud. On est sur des sols minéralisés. On a une fragmentation d'habitats naturels. Donc tout ça va générer des influences sur la biodiversité. Il n'y a que certaines espèces qui peuvent rentrer en ville, des espèces adaptées, tant sur la flore et la faune. Et d'ailleurs, on parle souvent d'homogénéisation biotique, c'est-à-dire que les villes, avec leurs conditions particulières, tendent à filtrer toujours les mêmes espèces et tendent un peu à banaliser les espèces. Ça, c'est l'entrée plutôt écologique. Mais derrière nature en ville aussi, on peut avoir plutôt une approche sociologique, voire psychologique. Et là, on est plus dans le domaine des constructions sociales, c'est-à-dire que nous tous, là, on peut avoir des visions différentes de ce qu'est et ce que devrait être la nature, et notamment encore plus en ville. Donc là, on est plus, ça renvoie plus justement à des visions de la nature ou à des visions des natures, parce que probablement que derrière ce mot nature, on ne va pas mettre la même chose entre une nature plutôt domestiquée et une nature plutôt sauvage. Et dernière approche qui me semble importante, alors déjà pour ces deux approches plutôt écologiques et plutôt sociales, l'idée c'est de se dire comment on peut essayer d'arriver à concilier la conservation de la biodiversité et puis aussi une appréciation, une appropriation sociale des normes socioculturelles, des souhaits esthétiques, comment on arrive à concilier ça. Et donc la troisième approche, c'est l'approche de l'action, au final, comment on agit, comment on décide. Et donc là, on est plus dans le domaine de l'aménagement, on va reparler aussi là, avec bien sûr des aspects politiques, des aspects de conception, des aspects de planification, et donc des aspects d'entretien, sur quoi on va discuter donc avec Pascal et Antoine. Et donc ces trois approches sont vraiment à prendre dans leur ensemble. C'est très systémique, enfin, selon moi, il faut aborder ça de manière très systémique pour avoir une approche un petit peu intéressante. Et de quand ça date cette bascule? Pourquoi est-ce que les élus, pourquoi est-ce que les citoyens s'approprient le sujet depuis quelques années? Oui, alors effectivement, c'est assez récent. Enfin, ça date d'une vingtaine d'années, on va dire 20-25 ans, grosso modo. L'écologie urbaine s'est vraiment développée il y a 20-25 ans. Mais déjà dès les années 70, il y a eu tout un mouvement environnementaliste qui a pris part. L'écologie politique, on est dans les années 70. 1986, c'est l'émergence du mot biodiversité. 1994, la conférence sur les Nations Unies sur la biodiversité. Et à partir des années 2000, on s'est interrogé beaucoup sur justement la nature en ville. Il y a aussi toute la politique sur les trames vertes et bleues, des lois Grenelle de 2009-2010, qui a aussi beaucoup amplifié cette réflexion sur la nature en ville.
Est-ce que les changements les changements climatiques ont amplifié cette prise de conscience? Est-ce qu'on se rend compte maintenant que c'est indispensable de favoriser la nature en ville, de la protéger? Oui. Alors, derrière nature en ville, et là je reviens plus sur l'aspect social et puis aménagement, il y a plusieurs intérêts en fait à s'en soucier. Un intérêt vraiment anthropocentré, on va le dire. Au final, c'est vrai que dans les villes, il peut faire très chaud, donc du coup, que la nature, et sous différentes formes de nature, peut servir à réguler des îlots de chaleur. Il y a des aspects esthétiques aussi, justement, puis il y a une demande de nature de plus en plus forte des citadins, ça c'est très très montré. L'accès à la nature est aussi très important pour diminuer l'anxiété. Ça c'est très 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 montré également. Et puis il y a la nature en termes de conservation de la biodiversité également. Donc à nouveau, derrière ce mot nature, il y a plusieurs intérêts ou plusieurs motivations à s'intéresser à ce thème et à ce terme-là. Pascal, c'est vous qui allez intervenir. Comment est-ce que la ville de Saint-Malo protège, favorise la nature en ville? On parle de tonte, on parle de taille, on parle de gestion différenciée, des espaces, de plein de choses. Il y a des termes et des actions derrière ce que vous faites, ce que font les agents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait la ville? Oui, je peux en citer quelques-uns. La ville met en œuvre ce qui s'appelle le plan d'accompagnement de la nature en ville en ce qui concerne les espaces verts, mais aussi un plan de végétalisation et un plan de biodiversité. Et je vais dire que tous ces éléments sont liés pour parler, entre guillemets, à proprement parler, des espaces verts. Et donc on parle de gestion différenciée, alors nous on l'appelle plan d'accompagnement de la nature en ville. Il est un petit peu connu comme ça sous la dénomination Malouine. Après il y a d'autres collectivités qui ont d'autres terminologies, de la gestion optimisée. Et si on parle, nous, à Saint-Malo, de gestion différenciée, ça regroupe plusieurs sujets. On parle effectivement, si on se trouve ici dans le parc de la Briantais, on peut parler de la gestion des espaces engazonnés, des pelouses, et on va parler de différentes modalités pour entretenir ces espaces-là. Et le parc de la Briantais est un bon exemple. On va dire qu'on va se trouver devant le château. On va avoir une grande plaine qui va être tondue très régulièrement pour les différentes activités et pour le cadre entre guillemets autour du château. Mais plus on s'éloigne en fait de cet espace-là, plus on va avoir une gestion qui est, je vais dire, différente, où on va avoir des espaces qui vont être fauchés, d'autres espaces qui vont être laissés entre guillemets pendant quelques temps pour que la nature puisse reprendre ses droits. Et en fin de saison, eh bien, on va ramasser cette tonte pour pouvoir, entre guillemets, qu'elle se renouvelle pendant cette saison hivernale. Et ça, c'est un des sujets, mais aussi on va faire avec des agriculteurs du secteur du foin sur des espaces. Donc il y a une modulation au niveau de l'ensemble de ces espaces pour qu'on puisse travailler et laisser aussi la nature se développer à certains endroits. Ça, c'est un des points donc, de la gestion différenciée, mais il y a aussi un sujet qui est assez important, bien sûr, au niveau de... Je prends l'exemple du parc de la Briantais, mais c'est généralisé sur l'ensemble de la ville. C'est tout ce qui est gestion du patrimoine arboré. Donc la ville et les élus, ils font une très très grande attention pour de préserver ce patrimoine qui est très important sur la ville. On en voit de très beaux arbres majestueux sur le parc de la Briantais. Alors on a aussi un exemple qui est un petit peu sur la grande pelouse. On avait un magnifique hêtre pourpre qui est tombé lors d'une tempête récente au mois de décembre dernier. Et cet arbre-là, qui avait environ 150 ans, était atteint d'un champignon, et donc il a fragilisé, et une tempête a fait que cet arbre-là est tombé. Mais pour ceux qui connaissaient un petit peu cet espace-là, au pied de cet arbre-là, eh bien, on avait mis une petite zone de protection pour qu'il puisse se développer. Ça lui a permis un petit peu de tenir un petit peu plus longtemps sur cet espace-là. Donc le patrimoine arboré, c'est important sur la ville. Et pour lier ça avec les élus de Saint-Malo, on a eu une très grande attention en termes de nidification pour les oiseaux. C'est-à-dire qu'on n'intervient plus de fin mars
jusqu'à début août. Alors, pour préserver bien sûr la nidification des oiseaux, mais alors on peut être amené à intervenir pour des risques de sécurité ou des accessibilités qui peuvent être problématiques ou à proximité de certains bâtiments. Mais je veux dire que la grande majorité des cas, on décale les élagages à des périodes propices pour favoriser la nidification sur ça. Et en termes de biodiversité aussi, on peut avoir certains éléments. Et donc on a un stand ici un petit peu plus bas dans le marché aux fleurs, les ésodes, donc les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Et donc il faut pouvoir gérer certaines espèces telles que les frelons qui peuvent causer des dégâts. Et donc les équipes du service espace vert vont être amenées à intervenir sur les espaces publics. Pour les espaces privés, il y a d'autres équipes spécialisées des entreprises qui interviennent, et sur l'espace public, c'est des équipes des espaces verts. Donc il y a aussi voilà, cette partie-là. On peut faire aussi un parallèle avec d'autres espèces exotiques envahissantes qui sont des espèces telles que les renouées du Japon, les herbes de la pampa, et donc progressivement on essaye de les retirer de l'espace public quand c'est possible, puisque la renouée du Japon, c'est une plante qui est très difficile à éradiquer, et donc on a certains endroits où on a des solutions et d'autres endroits où elles ne sont pas si évidentes que ça. Pour parler toujours de gestion différenciée et de nature en ville, on pourra le réévoquer un petit peu plus tard, mais on voit une très belle image à l'écran de l'îlot du Grand B, où on a procédé à la renaturation de ce site. Alors au début ça a posé beaucoup de questions de la part d'habitants du secteur, mais en fait cet espace était colonisé par du cinéraire maritime, donc qui est une plante exotique envahissante et qui recouvrait l'ensemble de l'îlot. Et donc là la collectivité avec des associations malouines d'intramuros, il y a une réflexion qui a été portée pour renaturer cet espace-là. Et donc le but, ça a été de retirer l'ensemble de ce cinéraire pour que la flore naturelle puisse se réinstaller. Et on a favorisé aussi certains cheminements pour éviter que les personnes, alors qui respectent plus ou moins les passages, et éviter que aussi bien la nidification des oiseaux que certaines espèces végétales puissent se développer. Donc voilà des exemples de gestion, entre guillemets, ou de renaturation sur des espaces emblématiques de Saint-Malo. Alors la nature en ville, tout le monde en demande, tout le monde est d'accord pour avoir plus d'espaces verts, plus de fleurs, plus d'arbres. Par contre, ce qui est un petit peu contradictoire, c'est que les gens, parfois les mêmes, peuvent aussi se plaindre quand des arbres perdent leurs feuilles, quand ce qu'on appelle des mauvaises herbes. Là, il y a un problème de champ lexical aussi, hein, on voit bien, on ne parle plus de mauvaises herbes, on va parler d'herbes spontanées, donc il y a tout ça à voir. Donc comment est-ce qu'on réagit, Antoine, quand des plaintes arrivent, quand des gens disent c'est pas propre, ou il y a des herbes un peu partout, il y a des feuilles, comment est-ce que vous réagissez dans ces cas-là ? Alors le service de la propreté urbaine que je représente fait partie de la même direction que le service des espaces verts avec Pascal. Donc effectivement il y a ce travail de concert déjà d'une part. On fait partie de la même direction, donc ça permet en fait de travailler en coordination sur ces sujets. Effectivement, comme vous le dites, la nature en ville, tout le monde le souhaite. Malgré tout, voilà, on est peut-être un peu importuniste. C'est-à-dire qu'en fait, on veut de la nature quand on le souhaite, et par moment, voilà, on a envie que tout aille vite et que tout disparaisse. Et vous parliez de l'automne, effectivement, on a besoin des arbres en été, et à l'automne, voilà, on a beaucoup de plaintes au niveau de la propreté urbaine pour ramasser ces feuilles qui, tombent pas au même moment, au même endroit, et les services de la ville ne peuvent pas être partout et tout faire en même temps. Donc, le service de la propreté aujourd'hui, effectivement, à cette mission d'entretien du patrimoine bâti. Donc ça va être du patrimoine notamment bâtiment, je pense toilettes publiques, mais ça n'est pas notre sujet aujourd'hui, et d'autres bâtiments, mais entretien de la voirie, désherbage. Donc aujourd'hui le désherbage, depuis 2017, le phytosanitaire a complètement disparu.
de nos interventions. Donc aujourd'hui, nous travaillons avec des outils de jardinage. Très simplement, les agents de la propreté, pour l'entretien de la voirie, utilisent des rotophiles, des coupes-bordures que vous pouvez avoir chacun d'entre vous dans vos garages pour l'entretien de votre jardin. Donc aujourd'hui, l'entretien de la voirie se fait par ce biais, alors par d'autres biais évidemment, du matériel mécanisé, du matériel véhiculé, donc des balayeuses, qui sont en gros des véhicules équipés de balais et d'aspiration. Mais l'entretien en règle générale se fait par voilà, cet aspect, j'ai envie de dire, mécanique mais manuel à la fois, des souffleurs, des rotophiles. Donc voilà, aujourd'hui c'est une des grosses difficultés, c'est que l'entretien ne peut pas se faire aussi facilement qu'il a été le cas en 2017, où en 2017 on utilisait les produits phytosanitaires, effectivement. Fort heureusement, je donne mon avis personnel, c'est terminé, mais l'entretien est beaucoup plus complexe. Après, la nature en ville, d'un point de vue de la propreté, la grosse difficulté, c'est que, comme je le disais au préalable, les gens souhaitent de la nature, mais un petit peu de manière opportuniste. C'est-à-dire qu'on veut des feuilles en été, mais en fait, une fois qu'elles tombent, on aimerait bien qu'elles soient ramassées le plus rapidement possible. C'est notre société actuelle aujourd'hui, on est sans doute dans une rapidité, où on veut que tout soit très rapide. Donc on essaye de remplir au mieux nos missions, mais voilà, les choses ont un temps, et je pense qu'aujourd'hui ce temps est peut-être un petit peu oublié dans l'espace urbain. Après, la nature en ville s'adapte aussi, on va peut-être y revenir tout à l'heure, à certaines morphologies, typologies de quartiers. Quand je pense par exemple, moi ça ne fait que 2 ans que je travaille à la ville de Saint-Malo, l'esplanade Saint-Vincent, c'est une nature très maîtrisée, voire très peu. On a un parc, le parc de la Légion d'honneur, en dessous de la mairie, anciennement le jardin des Douves, et quelques pots de plants, mais sinon on est sur un aspect très minéral. Donc là l'entretien demande d'être... là ça demande un entretien extrêmement quotidien, donc intramuros et entretenu quotidiennement par les services de la ville. Ensuite on a des quartiers qui peuvent être un petit peu plus... accepter un petit peu plus cet aspect vert, l'acceptation au vert, et là on a des typologies complètement différentes. Moi je vois les quartiers de Solidor, en fait on a des rues un petit peu sinueuses qui permettent en fait voilà, cette acceptation au vert, des roses trémières, de la flore spontanée. Par contre on a d'autres secteurs comme par exemple les cottages, si vous voyez, donc qui se trouvent à côté du palais de justice. On a des secteurs en damier. Donc là, vraiment, vous avez des secteurs, en fait, vous avez une longue vision. Et là, en fait, on a une sensation un petit peu différente, peut-être, de l'acceptation au vert. Puisqu'en fait, on a de grandes lignes droites, de grandes perpendiculaires. Et là, effectivement, on a peut-être cette sensation de laisser aller, de moindre entretien. Et là encore, et je pense qu'on va en reparler tout à l'heure, on va le développer, mais tout ça est très arbitraire et tout ça dépend de chacun de nous. Notamment de notre façon de penser, mais également du temps, de la journée. On n'a pas la même vision le matin que le soir, on n'a pas la même vision d'une rue en beau temps ou en temps maussade. Donc tout ça est très subjectif, pour vous dire. Est-ce que, ça va me permettre de rebondir avec Sébastien qui va nous parler de ça, est-ce qu'il y a aussi, est-ce que nous on a un travail à faire en tant qu'habitants, citoyens, sur le regard qu'on porte sur la nature en ville. On a été habitués pendant des années à avoir des villes nickel, comme les cimetières, où rien ne dépassait. Est-ce qu'il faut aussi qu'on apprenne à cohabiter avec les espèces, avec les herbes? Est-ce qu'on doit changer notre regard sur la ville et sur ce qui pousse? Oui, très, très probablement, mais je pense que le changement a déjà bien débuté. Et ça depuis 5 voire 10 ans. C'est vrai que dans nos études, alors
avec différentes personnes, je mène des études sur l'appropriation, le regard des gens sur la végétation spontanée, que ce soit justement sur les trottoirs dans les rues, mais également dans des parcs, sur des berges, etc. Et ce qu'on peut se rendre compte de manière globale, c'est que la végétation spontanée est plus appréciée ce qui nous semblerait. Certes, il y a des plaintes, mais en fait, c'est les plaintes, elles nous semblent très présentes parce que quand vous recevez les plaintes, effectivement, c'est quelque chose de très négatif, donc ça nous semble important qu'il faut ça à traiter tout de suite. En fait, quand on fait des études sociales, la majorité, voire la grande majorité des gens apprécient ou sont indifférents vis-à-vis de la végétation spontanée. Alors bien sûr, il y a des gens qui n'apprécient pas, et c'est leur droit également. Si on prend l'exemple des trottoirs, là, justement, on a la photo qui est juste là. Donc, trottoir qui accueille des plantes assez singulières, parce que c'est des conditions particulières, des conditions assez séchantes. Là, on voit, il y a des cymbalaires, je crois, il y a de l'orge des murailles, il doit y avoir des sagines qui sont des toutes petites plantes, des érigérons, là, qui fait la fleur jaune, là, au milieu. Donc, des plantes assez, ce qu'on va appeler rudérales, pionnières. On s'est rendu compte que, grosso modo, nous les gens préféraient déjà ce type de trottoir-là, des trottoirs totalement minéraux. Première chose, en fait, ils préfèrent de la végétation même si elle est spontanée, à pas de végétation du tout. Pour autant, ils la préfèrent d'autant plus qu'elle est intégrée à des petits aménagements. Vous voyez, tout ce qui est, quand on découpe par exemple les bords de trottoir, quand on montre en fait qu'il y a un signe de soin, cette végétation est d'autant plus acceptée, notamment quand elle est, même si elle est spontanée. Et ça m'en amène à revenir à une autre réflexion qui est, pour accompagner justement ce changement de regard, il y a bien le changement d'entretien, du coup Pascal Antoine en parle, mais en complément, il y a bien un changement de conception, c'est-à-dire des villes. On était habitué à construire des trottoirs depuis plusieurs dizaines d'années, voire cinquantaine d'années, parce que l'ingénierie urbaine s'est faite autour du minéral, de la construction des trottoirs, avec beaucoup de surfaces imperméabilisées, etc. Ça, probablement, ça aussi, c'est vraiment à revoir en profondeur, d'une part parce qu'on ne va plus avoir les ressources pour les faire, matériellement, parce que ça coûte très cher, parce que justement, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on veut socialement, on veut plus de verre, et puis, d'un point de vue écologique, c'est pas top. Donc en fait, cet aspect de changement d'entretien, notamment gestion différenciée, est aussi accompagné d'un changement de conception. Juste la ville doit être construite, conçue, planifiée autrement avec de nouvelles formes. Du coup, il y a un côté qui est très intéressant parce que ça ramène à questionner de nouveaux imaginaires, en fait. Comment on peut créer d'autres choses? Moi, j'enseigne auprès de paysagistes concepteurs, par exemple, donc ils travaillent là-dessus, alors avec d'autres, des urbanistes, des architectes, etc. Et puis en complément, mais c'est ce qui a déjà été évoqué, par exemple, quand Pascal parle de plan d'accompagnement de la nature, effectivement, on voit qu'il y a déjà un travail de rhétorique, en fait, de mots qui sont utilisés, donc il y a bien des changements de discours, en fait, ça s'accompagne par des changements de discours. Alors, c'est bien parce qu'on a de nouvelles actions que ça emmène de nouveaux discours, et les nouveaux discours font émerger aussi de nouvelles pratiques. Mais tout ça marche ensemble également. Pareil, on pourrait s'interroger sur le mot propreté, effectivement, je sais que c'est un mot aussi qui est encore beaucoup utilisé, et probablement qu'il a peut-être encore son intérêt encore. Il y a aussi ça a été soulevé tout à l'heure, toujours sur les discours, mais les mots, en fait, derrière chaque mot, il y a des représentations sociales, souvent très fortes. Effectivement, les plantes exotiques envahissantes, ça peut poser question, c'est-à-dire que des fois c'est ambigu, on se dit, bah oui, écologiquement, ça pose problème. Esthétiquement, ça peut être des plantes qui sont très belles, par exemple le cinéraire peut être apprécié par pas mal de personnes. Il peut y avoir des symboles aussi qui se créent, l'être pourpre qui a été mentionné. Donc effectivement, c'est bien cette réflexion, un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui, entre les symboles, les visions sociales qu'on a de la nature, la reconnaissance écologique d'autre part, et puis cet accompagnement par la conception, l'aménagement et le politique qui est quand même derrière, qui me semble assez important. Justement, vous me tendez la branche, merci Sébastien. On parlait d'espaces, de villes qui devaient être conçues autrement, parce que est-ce qu'on doit tout laisser pousser? Est-ce que laisser la nature en ville, l'accepter, est-ce que ça veut dire on laisse tout pousser, on ne fait rien, on n'intervient plus? Bon, la réponse on l'a déjà, mais le curseur il est où exactement? Qui veut répondre?
Je vais avoir une petite réponse générale, puis après vous pourrez être plus décliné sur Saint-Malo. Effectivement, en fait, ça a été déjà abordé, c'est effectivement, faut raisonner de manière située. C'est-à-dire, une réflexion globale sur la nature en ville, c'est important, c'est intéressant, on peut avoir des réflexions un peu philosophiques, voire éthiques, donc ça c'est bien. Mais pour après agir, il faut raisonner de manière située, donc par quartier, voire même en dessous avec des échelles inférieures du quartier, en fonction de la conception, comment le quartier était conçu, en fonction des usages sociaux, évidemment, en fonction de la pratique spatiale. Il faut à chaque fois décliner les choses en fonction de l'espace disponible. Également, on ne peut pas tout faire, on ne va pas planter des arbres de partout non plus. Donc c'est à raisonner localement, évidemment. Complètement, je vais exactement décliner ce sujet-là et donner une petite anecdote qui est toute récente et qui va dans ce même sens. Mais oui, effectivement, il y a un travail de situation en fonction de chaque localisation d'espace. Alors ce travail-là est en cours et je veux dire, il est renouvelé de chaque instant. Ce qu'on voit ici, ce qui est projeté, la nature en végétalisation de pied de mur, qui est une végétalisation naturelle, et toutes les espèces qui viennent d'être citées, elles sont complètement acceptables dans la ville. Par contre, on voit aussi deux autres choses qui sont les déjections canines et des déchets. Et ça, concrètement, c'est effectivement polluant et sale dans la ville. Mais la végétation, elle a complètement ses droits et par rapport à leur situation. Et une petite anecdote, par exemple, sur ça, sur l'intervention et la spatialisation d'intervention, c'est dans le cadre du marché aux fleurs, on a un petit passage entre deux parkings. Et quelque chose qu'on ne remarque pas quand on est chaque jour en train de travailler sur ce site-là, en fait, c'est qu'en termes de visibilité, les piétons et les véhicules ne cohabitent pas bien à certains endroits. Donc là, les équipes nous ont relevé qu'il y avait un petit problème de visibilité. Donc on a demandé aux équipes d'intervenir pour tailler quelques branches qui vont redonner de la visibilité et redonner de la sécurité. Et donc c'est cette intervention-là qui peut être nécessaire ponctuellement sur certains espaces. Et c'est exactement ce qui a été décrit par Sébastien pour ça. Et en termes de ce travail qui est en cours sur l'ensemble de la ville, comme je le disais, c'est un travail qui est renouvelé puisque, entre guillemets, chaque espace est retravaillé et on se re-questionne en fait avec l'ensemble des équipes, que ce soit les équipes de terrain, même des remontées d'entreprise, et qui vont nous relever que certains endroits, on peut effectivement augmenter les surfaces de gestion différenciées ou les adapter parce qu'il y a une utilisation et un usage temporaire. Et ça, c'est important. Et pareil, pour aller dans la même direction, on va avoir des zones qui vont être désimperméabilisées sur la ville de Saint-Malo. Donc depuis qu'on a retravaillé sur ce sujet avec d'autres services de la ville, on a plus d'1 hectare qui ont été désimperméabilisés sur la ville. Donc c'est un travail qui est continu. Dès qu'on a des possibilités, on procède de cette manière-là. Et puis un autre sujet qui est en vogue actuellement, c'est les végétalisations des cours d'école. Et donc la végétalisation d'une cour d'école a été réalisée sur l'école Le Gâtellois. Et donc cette école-là, elle était très minérale. Donc là on en voit une projection sur l'écran. Et donc on imagine qu'à la place de cet espace végétalisé, eh bien, il n'y avait que de l'enrobé. Et donc, le travail des équipes au niveau du bureau d'études espaces verts a été de pouvoir concevoir avec les équipes de la transition de l'écologie, eh bien, de pouvoir, entre guillemets, travailler et améliorer les conditions, entre guillemets, d'usage pour les enfants. Donc là, il y a quelques photos, mais ça, on va désimperméabiliser, on va apporter certaines structures de jeu. On va apporter aussi et planter beaucoup de végétation. On a planté plus de 18 arbres sur cette école. Il y a beaucoup de plantations arbustives et il y a une réutilisation, une réappropriation de l'espace. Et on a échangé avec les professeurs des écoles et dont le directeur. Et les enfants en fait trouvent un usage à plusieurs endroits, alors qu'avant, l'école était plutôt mono-utilisation, comme dans beaucoup d'écoles, un terrain au milieu, et puis mobilisé et monopolisé par les garçons pour jouer au foot. Et donc là, bien, les usages, vous voyez, sont divers et variés. On peut avoir des jeux de grimpe, d'équilibre,
On peut avoir aussi des espaces qui sont, alors là on ne le voit pas sur l'image, mais désimperméabilisés pour favoriser à d'autres endroits l'infiltration de l'eau dans le sol. Et donc là, les images que vous voyez, elles sont toutes récentes puisque les plantations ont été réalisées en début d'année. Et donc là, on a une forte attente, et surtout les enfants et puis les instituteurs, de pouvoir voir cette école, entre guillemets, se développer avec une végétation qui va être, à certains endroits, je vais dire luxuriante par rapport à ce qu'il y avait avant. Alors on a parlé des enfants, on a parlé de nous, habitants, des citoyens. Moi j'aimerais parler des agents, parce que ça a changé leur façon de faire aussi, de travailler. Est-ce que ça nécessite plus de travail, de se passer du phyto? Est-ce que de tailler à certains moments de l'année et pas quand on veut ou quand on a un peu de temps, est-ce que ce sont des contraintes qui ont été facilement admises? Comment est-ce que réagissent les agents et comment est-ce qu'on les forme aussi? Alors oui, depuis 2017, comme je vous le disais au préalable, toute la partie phytosanitaire a disparu des pratiques de la ville et notamment toutes les municipalités françaises. Aujourd'hui, on est plus sur un aspect traitement biomécanique, donc un travail beaucoup plus compliqué, beaucoup plus dur, un entretien régulier. Ce que je disais, on ne peut pas être partout tout le temps. Aujourd'hui, au niveau du service de la propreté, on appelle ça le taux de retour. Ça veut dire que dans votre rue, on sait qu'on va passer tant de fois. Aujourd'hui, globalement, sur l'ensemble de la ville de Saint-Malo, le taux de retour est un taux de retour de 3 fois par an. Ça veut dire que 3 fois par an, vous allez avoir des agents de la propreté et une balayeuse qui vont passer dans votre rue, faire le désherbage, du fil d'eau, ça veut dire donc ce qui se trouve entre la voirie et le trottoir, et les pieds de mur. Aujourd'hui, l'entretien des pieds de mur est réalisé par les services de la ville de Saint-Malo. Donc effectivement, en fonction des saisons, on va avoir un résultat qui va être correct, mais tout dépend aussi de ce qu'on appelle correct. Mais voilà, on peut avoir des saisons avec... on est en Bretagne, on a un peu les 4 saisons en une journée, donc parfois ça repousse très vite. Donc on a des secteurs effectivement qui sont, on a l'impression, mal entretenus. Malgré tout, c'est une programmation pour nous. Les agents sont formés à ces techniques. Aujourd'hui, on n'a rien trouvé de mieux que donc ces appareils, je disais, coupe-bordure, réciprocateur, souffleur, balayeuse pour aspirer, nettoyer. Demain, on essaye aujourd'hui avec la direction de la transition, on va essayer de former les agents et les former comme, encore une fois, c'est des agents de la propreté urbaine, donc des professionnels de la propreté. Ça n'est pas des jardiniers. Donc, il est difficile en fait de différencier parfois ce qu'on appelle effectivement aujourd'hui les mauvaises herbes, les adventices, de choses que les gens souhaitent laisser pousser sur leurs pieds de mur. Donc c'est pas si évident que ça. On a quelques accidents. Des fois on ratiboise des choses qu'on n'aurait sans doute pas dû. Mais c'est pas si évident que ça pour les agents. Parce que comme je vous dis encore une fois, ça n'est pas des jardiniers, c'est des spécialistes de la propreté urbaine. On est là pour justement l'entretien, le parfait entretien du patrimoine, le bon fonctionnement des bâtiments et le parfait entretien de tout l'espace public de la ville de Saint-Malo. Et c'est vrai que ça n'est pas si évident que ça. Donc demain, l'objectif, c'est peut-être d'essayer d'avoir 3-4 plans qu'on pourrait référencer, que les agents soient sensibilisés à ces plans. Encore une fois, c'est la flore spontanée, c'est aussi quelque chose qui doit être pensé, réfléchi. On ne peut pas avoir si votre voisin ne veut rien et que son mur doit être tout propre et vous voulez avoir votre pied de mur qui soit fleuri, il faut quand même qu'il y ait une certaine cohérence aussi au niveau de la ville. Je ne parle pas là encore de l'entretien des équipements, mais une cohérence, et là on parle de secteur, de quartier, où voilà, on pourrait avoir cet aspect-là. La nature en ville, je ne sais pas si je vais encore intervenir après, mais tout le monde n'a pas la même notion de la nature en ville. Si on veut vraiment de la nature, il faut peut-être vivre à la campagne. Mais la nature en ville, c'est pas si évident que ça en fait. Si on
revient à nous, citoyens, donc on a bien compris ce que faisait la ville, les actions. Nous, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser la nature en ville, pour la protéger? Est-ce que ce sont des petits gestes qui ne comptent pas, ou au contraire, est-ce que les gestes de chacun sont importants? Je pense par exemple à ne pas tailler une haie en période de nidification, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des essences qu'il faut planter, des espèces mellifères? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens, si on a un balcon, si on a un jardin? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors effectivement, là, on a surtout parlé des espaces d'ailleurs publics jusqu'à présent. Une grande partie des villes est faite d'espaces privés. Et privés, ça correspond à des jardins particuliers, plus ou moins grands, des parcs. Aussi, il y a d'ailleurs des zones qu'on oublie assez fréquemment, des zones, tout ce qui est zone industrielle, commerciale, dans lesquelles il peut y avoir de très grands espaces verts. Et donc dans ces espaces privés particuliers et industriels et commerciaux, effectivement, il y a pas mal d'enjeux à voir là-dessus. Qui sont, bien sûr, les décideurs sont bien les propriétaires. Pour autant, effectivement, j'approuve sur le fait qu'il peut y avoir des choses sur moins tondre moins fréquemment, par exemple, ou alors avoir une gestion différenciée à l'échelle de son jardin, qui peut être quelque chose de très intéressant, voire en plus c'est assez sympathique parce que ça permet aussi justement de jouer avec l'espace, c'est-à-dire on ne va pas tondre partout uniformément, mais on va se dire ah tiens comment je vais raisonner, là peut-être là je vais laisser une prairie, et puis là par contre là je crée une allée bien tondue, là je crée un espace aussi bien tendu pour un usage particulier, donc on peut avoir un raisonnement sur l'espace aussi qui soit différencié. Effectivement pareil sur la taille, on peut avoir un raisonnement différencié, éviter les espèces invasives effectivement, parce qu'il y en a certaines qui sont encore vendues dans le commerce. Donc du coup on voit bien qu'il y a des contradictions globales entre des aspects sociaux, économiques, écologiques, etc. Pour autant, effectivement, tous ces aspects-là aussi probablement, là je dis ça sans vraiment de certitude parce que c'est pas encore vraiment fait, probablement un accompagnement qui est nécessaire justement pour ces espaces privés. Parce que d'une part il faut des connaissances, et puis d'autre part il faut un peu de coordination. C'est-à-dire que si un particulier a une gestion on va dire, très dure sur sa parcelle, et puis l'autre beaucoup moins, puis après très dur, au final, écologiquement, il n'y aura pas trop d'intérêt si l'objectif est écologique. Donc il y a aussi besoin d'une coordination un peu plus globale. Peut-être que les municipalités peuvent aider à coordonner ça. Pour l'instant, c'est pas fait. Je ne parle pas de Saint-Malo, mais même en règle générale, c'est assez difficile. Et d'ailleurs, le lien entre le privé et le public est souvent très scindé. C'est-à-dire, on raisonne sur le public, et puis le privé, chacun fait ce qu'il veut. Bon, comment on peut raisonner aussi sur ces deux échelles me semble assez intéressant. Je voudrais compléter sur un point qui concerne spécifiquement la ville de Saint-Malo. C'est depuis plusieurs années, la municipalité a mis en avant un jardin, un arbre. Et donc ça, en fait, c'est vraiment le rapprochement, je pense, entre les jardins publics et les jardins privés. C'est de pouvoir donner aux gens la possibilité de bénéficier la municipalité offre un arbre. Et donc ce qui est important, effectivement, c'est de raisonner, et c'est ce qui a été fait par les équipes de la ville, c'est de proposer des végétaux qui soient adaptés, en fait, en fonction des surfaces disponibles des jardins privés. Donc on peut avoir des arbustes, des petits fruits, des arbres, et en fait chacun a cette possibilité de choisir un arbre et un végétal pour que ça soit le plus adapté dans son jardin. Donc ça bénéficie vraiment à l'ensemble des Malouins. Et donc vraiment ce choix-là est très bénéfique, entre guillemets, effectivement, pour favoriser la végétalisation de la ville et l'améliorer, mais aussi faire ce lien entre le public et la partie privative des espaces. Très bien, je vous remercie tous les trois pour ces explications. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, sous la tente? On parle beaucoup de réaliser des économies sur le budget de l'État, des collectivités. Est-ce que tu as prévu laisser pousser la nature en ville, tailler les arbres le moins possible et laisser en port libre, et augmenter la
la surface des zones de fauchage génératif, par exemple, ça permettrait de réaliser des économies à terme? Alors, la réponse est non. Je veux dire, dans le cadre général. En fait, on intervient différemment, et c'est vraiment pour favoriser la biodiversité, mais en fait, on intervient avec du matériel qui est complètement différent, et comme je l'ai dit tout à l'heure en préalable, les endroits en fait, où on fait de la fauche et on va collecter, on va utiliser des engins et des matériels qui sont vraiment spécifiques pour pouvoir exporter ce qu'on a fauché. Et donc ces matériels-là peuvent être un petit peu plus onéreux. On va intervenir de manière plus lente parce que la végétation va devoir pousser sur toute l'année. Et donc sur certains espaces, c'est pas possible en fait d'avoir des réductions. Alors sur certains endroits, c'est possible parce que la végétation le permet, mais à certains endroits où on utilise vraiment ces matériels spécifiques, ça peut être plus onéreux ou en tout cas le même prix que ce qui se produit naturellement. Et peut-être que pour raisonner en fait sur se dire si on change de gestion aussi, ça veut peut-être dire aussi changer un petit peu de métier. Et du coup, en fait, le métier est moins lié. Alors, vous êtes d'accord ou pas d'ailleurs, le métier serait moins lié à comment je gère, comment je tombe, comment je ramasse les feuilles, etc., mais aussi comment j'observe. Et du coup, le métier peut se retourner un peu plus vers de l'observation, vers de l'interaction avec les habitants. Les agents sont vraiment sur le terrain, donc peuvent être à l'interface constante avec les habitants, et donc le métier peut évoluer comme ça, ce qui fait que ça va être un coût constant, mais par contre, ça va évoluer vers un accompagnement plus justement socio-écologique sur cette interface entre le développement de la nature, mais également avec les habitants. Moi, je voulais juste rajouter, en fait, effectivement, mais c'est d'un point de vue très personnel, et Pascal, tu pourras répéter, mais la nature en vie, elle est relativement maîtrisée. C'est-à-dire que c'est pas une nature à l'état sauvage. C'est une nature complètement maîtrisée. On est sur quelque chose... pour vous donner un exemple, c'est un terrain de golf. En fait, on a une image, et l'image est figée. L'image est figée, plus ou moins. Mais Pascal, je sais pas, tu vas peut-être me contredire, hein, mais pour moi, en fait, on maîtrise cette nature. C'est-à-dire que les arbres sont importants, mais les racines sont contrariantes pour nos équipements, nos infrastructures. Donc on essaye au maximum aussi de maîtriser cette nature. Je me trompe? Je ne serais pas aussi catégorique, mais en fait, effectivement, sur certains espaces urbains, on peut avoir des contraintes très fortes, mais quand on se trouve dans des espaces un petit peu comme dans celui où on se trouve actuellement, là, effectivement, la nature a beaucoup plus de liberté, et donc on va laisser des espaces plus libres, entre guillemets, on a moins de contraintes avec l'ensemble des végétaux, et effectivement, sur ces espaces-là, je vais quand même un petit peu minorer, c'est ce que j'ai dit au préalable, on va avoir des fauches agricoles, et donc là forcément, c'est pas un coup de venir tondre classiquement un espace, on va avoir une exportation de végétal, mais pour une production agricole, et qui va servir à nourrir des animaux, et donc là effectivement il peut y avoir une réduction de coûts, et comme le disait Sébastien, ça peut être plutôt à montant constant, que des coûts supplémentaires ou des coûts moindres. Oui, merci. Tout ce que vous avez dit, c'est passionnant. Je suis depuis quelque temps tous ces soucis-là, toutes ces problématiques-là, en tant que citoyenne, mais aussi en tant que militante associative. J'ai participé avec d'autres citoyens à Saint-Malo à une expérimentation des fonds de trottoir, monsieur Pascal, vous vous en souvenez peut-être, et le point de frein à tout ça, il y en a plusieurs. Hein. Il y a le budget, le financement, ça coûte cher d'accompagner, d'aller chercher tous les éléments qui permettent de réaliser, c'est donc très lent. C'est un peu frustrant. C'est aussi le besoin de faire énormément de pédagogie auprès d'une population vieillissante. Parfois, je suis du quartier de Lorette, hein, donc je connais bien comment réagissent. Et ce que vous disiez tout à l'heure,
C'est vrai qu'on ne peut pas, quand on est voisin, se fâcher parce que le voisin utilise des procédés qui nous défrisent. Donc tout ça, c'est effectivement beaucoup de temps, de l'argent aussi, parce que vous parliez de la renaturation des écoles, des cours d'école. Il y en a une. Combien d'écoles à Saint-Malo avant que la renaturation se fasse? Je pense à la Gentilly, par exemple. Hein. C'est un beau tableau, là. Donc voilà, tout ça, c'est deux freins énormes qui sont, me semble-t-il, et le budget et la pédagogie auprès des habitants. Enfin, je vais juste rappeler que nous allons rentrer dans l'époque de l'enquête publique concernant la révision du PLU et que là, tout citoyenne devrait aller voir ce que l'on nous propose et participer à cette enquête publique. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour votre présentation. Alors, effectivement, ça nécessite des moyens. Donc, ces moyens, on a effectivement lancé cette expérimentation il y a quelques années. Et on s'est confronté effectivement à ce manque de moyens. Parce que, comme l'a dit Antoine tout à l'heure, ça paraît, sur le papier, ça paraît... On avait une belle image tout à l'heure, ça paraît assez simple de laisser la végétation. Mais en fait, il y a différents aspects qui doivent être pris en compte. Et tout le monde, ça ne converge pas forcément vers cette unique naturation, entre guillemets, des pieds murs. Donc, c'est quelque chose qu'on retravaille actuellement, qu'on espère très fortement se redévelopper, mais effectivement, il faudra qu'on mobilise d'autres moyens pour que ça puisse se généraliser sur l'ensemble de la ville. Donc, voilà, sur ce point-là. Bonjour. Tout d'abord, merci pour ce que vous faites, pour toutes les actions. On a besoin de nature. Et vous parlez tout à l'heure d'enlever l'imperméabilisation, notamment de l'Gattélois. 1 hectare, il faut combien de temps pour qu'un hectare soit sauvé? Alors, pour être sauvé, on ne raisonne pas de cette manière-là. Nous, en fait, c'est chaque mètre carré qui est désimperméabilisé, on va dire, il est un petit peu sauvé. Le but, en fait, dès que c'est possible, c'est de retirer ce bitume ou cet aspect minéral à certains endroits de la ville pour pouvoir, entre guillemets, redonner à la nature son plein potentiel. Donc, et ça aussi, c'est réfléchi puisqu'on va adapter en fonction de certains endroits. Ça peut être à la fois des plantations, des fois arbustives, des arbres, mais ça peut être aussi de la flore un petit peu spontanée sur certains espaces. Un peu partout. Et je rebondis sur ce que vous disiez, madame, sur l'enquête publique, et je vous remercie. J'en profite que tout le monde soit ici pour vous informer qu'il existe un site internet qui s'appelle saint-malo-environnement.fr. Je vous laisse aller sur le site. On a également un QR code si vous voulez de vous connecter, donc on y est plus facilement. Et ce site internet a pour vocation de sensibiliser les Malouins sur l'importance de l'environnement. Il faut savoir qu'en effet, dans le cadre de l'OAP en ce moment, il y a le site de la Banneville. C'est 9 hectares de terre agricole où il est prévu de bétonner. Et il n'y a pas que la Banneville, il y a également la montagne Saint-Joseph et la Houssée. Ouais. Alors je vous invite vraiment à aller sur le site Saint-Malo Environnement, c'est facile, saint-malo-environnement.fr, on a le QR code, allez-y. Si vous pouvez vous inscrire en tant que soutien, ça vous aiderait beaucoup. Nous sommes des habitants de la Banneville, on connaît bien le sujet. Vous pouvez participer financièrement si vous le souhaitez, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de nous soutenir déjà en vous inscrivant. Et vous recevrez des informations. Et l'idée, c'est vraiment d'expliquer ce qu'il se passe pour que chacun prenne conscience. Juste un petit mot sur... Juste au-delà de ça, il y a le fait que chacun peut réagir au niveau de l'enquête publique et essayer d'exprimer son sentiment et sa position par rapport au projet, où on voit que au-delà de la Banneville, la Houssée, la montagne Saint-Joseph, il y a un nombre de constructions qui vont être développables d'ici 10 à 20 ans et qui peuvent complètement, 10 ans, disons, transformer. Et alors maintenant qu'on cherche à revégétaliser, peut-être que la première chose, c'est d'éviter de bétoniser des endroits où il y a de la végétation.
Non, je voulais revenir juste sur la question sur la dynamique qui était posée par monsieur. Là. Effectivement, de toute façon, dès qu'un espace est minéralisé, ça veut dire qu'auparavant, il aurait été très très perturbé. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'il y a des engins de chantier qui sont passés, le sol a été très fortement modifié, et déminéraliser c'est très bien, mais effectivement ce n'est pas, d'un point de vue des processus écologiques, on est sur des sols quand même assez dégradés, qui sont pas morts, des fois on peut entendre ce terme-là, c'est faux, c'est pas mort non plus, mais avec des propriétés physico-chimiques et biologiques qui sont quand même assez amoindries. Donc c'est très bien de déminéraliser, pour autant on ne revient pas à des sols de pleine terre ou des prairies humides, ou etc. Voilà. Donc il y a un côté, il faut raisonner aussi en termes, et je ne me prononce pas du tout par rapport aux aspects politiques qui ont été évoqués ensuite, c'est pas mon rôle ici, mais il y a un côté, il faut bien se rendre compte qu'il y a un côté irréversible quand on construit. Et bien après, même si on déminéralise, c'est dur de revenir à des processus écologiques antérieurs, voire même c'est impossible. Très bien. S'il y a d'autres questions dernières, sinon on va clore ce débat, si ça vous va. Je vous remercie tous les trois de nous avoir accordé ce temps. Merci beaucoup. Oui, il y en a ok. Ça serait pas mal. Même parce que je me suis En fait, moi j'en fais un peu d'office. Mais il faudrait